Des peines plus sévères pour les chauffards en état d'ivresse, le garde des Sceaux va déposer un projet de loi dans ce sens. Le traitement des fonctionnaires dans la balance avec l'ouverture des négociations dans la fonction publique, la marge de manœuvre est étroite pour trouver un accord. Paris-Dakar comme prévu, 5e victoire pour Neveu et première victoire pour Vatanen sur Peugeot. Et puis ce jeudi 22 janvier, un jour supplémentaire de détention pour les otages français du Liban, Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a chaque année près de 11 000 morts sur les routes de France. 1 sur 3 est victime de l'alcool au volant. Un chiffre terrifiant qui signifie des familles brisées et des enfants estropiés. D'où le caractère exemplaire de la décision du garde des Sceaux de faire appel à minima d'un jugement rendu hier. Un jugement qui condamnait à 1 an de prison avec sursis un chauffard en état d'ivresse responsable de la mort d'une jeune fille de 22 ans. Une décision symbolique et à terme une modification peut-être de la loi dans le sens d'une plus grande sévérité. C'est une enquête d'Agnès Poirier et Maryse Richard. Décembre 83, autoroute du Mans, ils sont 3 dans une 205. Il y a la Catherine, 22 ans, sa sœur Sophie, 18, et son fiancé Philippe, il vient tout juste d'avoir 23 ans. La nuit vient de tomber, il y a du brouillard, la circulation est dense mais calme. Arrive une R20, elle roule très vite, et c'est l'accident. La R20 percute la petite voiture, 3 morts. 4 heures après l'accident, l'alcotest pratiqué sur le conducteur révélera une alcoolémie de 1,30 g. Ce jour-là, pour Monique et James Gosset, la vie a des relents d'injustice, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Au procès, le procureur a requis une peine de 1 an de prison, dont 2 mois avec sursis, l'annulation du permis de conduire, qui est obligatoire de par la loi, et une amende. Après 1 mois de délibéré, le jugement a été rendu comme suit. 8 mois de prison, dont 1 mois ferme, annulation du permis de conduire pour 3 ans et une amende de 2 000 francs. 14 juillet 85, remise de peine dans le cadre de l'amnistie, le chauffard alcoolique n'ira jamais en prison. Il a bu en tout état de cause, il a bu volontairement et il a volontairement mis en danger la vie des autres. Il a volontairement pris le risque de tuer quelqu'un. Non pas mes enfants, bien sûr, il n'a pas choisi de tuer mes enfants, mais il a volontairement pris le risque de créer un accident grave, de créer un accident mortel et de tuer les autres. Pour lutter contre la conduite en état d'ivresse, le garde des Sceaux a annoncé cet après-midi qu'un projet de loi était en préparation. Enfin, on peut imaginer une gamme de peines qui permettent de sanctionner plus effectivement le fait que de trop nombreux Français ont la détestable habitude de boire, de conduire après avoir bu, et bien souvent d'être à l'origine de très nombreux accidents et par conséquent de nombreux morts et blessés. La gamme et la sévérité des futures peines seront précisées par le Parlement. Sur 11 000 accidents en 85, 40% d'entre eux étaient dus à l'alcool au volant. Comment maintenir le pouvoir d'achat pour 4 millions de fonctionnaires? C'est tout l'enjeu des négociations engagées cet après-midi dans la fonction publique. Le ministre souhaitait une discussion express, mais de toute façon, l'échange promettait d'être difficile après les grèves de ces dernières semaines. Sur place, Corinne Pertuis pour un premier point. 1,5, 1,6, Hervé de Charette a annoncé une hausse des salaires des fonctionnaires de 1,6% en 87. C'est un geste, on en est là pour l'instant, mais ça correspond à 0,7% d'augmentation en masse sur l'année. Pour les syndicats, ça ne suffit pas, ça ne rattrape pas l'inflation. Or, les fonctionnaires demandent le maintien du pouvoir d'achat en 87. La CGT parle toujours d'un rattrapage des salaires en 86 et Faux veut toujours que les primes liées à l'ancienneté, le fameux GVT, soient sortis des discussions. Le dialogue est donc difficile, la marge des négociations étroite. Personne ne voit à cette heure-ci comment il pourrait y avoir même un semblant d'accord ce soir. Mais comme vient de le dire le ministre Hervé de Charette, une négociation a toujours son mystère. Voilà, Bernard. On vous retrouve dans le tout dernier journal, Corinne, pour d'autres précisions, d'autres informations donc sur ces négociations. Sur ce fond de négociations salariales, un article bien intéressant de Philippe Séguin publié par notre confrère Le Monde. Le ministre des Affaires sociales s'y prononce pour une relance de la politique contractuelle. C'est ce qu'il appelle une nouvelle donne. En fait, il redéfinit le rôle de l'État et des partenaires sociaux. Explications et commentaires de Gérard Morin.
Philippe Séguin veut définir une nouvelle donne sociale avec une relance de la négociation collective. Selon lui, cette négociation doit être plus régulière et plus riche. Par exemple, en 1987, syndicats et patronats pourraient discuter de l'extension à tous les salariés des conventions collectives, du réexamen des classifications dans les branches qui ont pris du retard et enfin de la formation professionnelle là où elle n'est pas encore organisée. Quant à l'État, il doit garantir un statut minimum commun à tous les salariés. Cela concerne la durée et la sécurité du travail, le salaire minimum, le droit de grève et le droit syndical qui doivent être garantis selon le ministre du Travail. On le voit, Philippe Séguin ne veut pas rester inerte. Il a été reproché récemment au gouvernement de laisser se développer un mauvais climat dans le pays, de tout sacrifier au redressement économique. Là, le gouvernement contre-attaque. Plusieurs syndicats avaient demandé cette relance de la politique contractuelle. L'article de M. Séguin ne tombe pas par hasard le jour où l'on négocie dans la fonction publique. Cet article peut avoir une importance en ce début d'année 1987. Le dollar, toujours à la baisse, moins 9 centimes à 6 francs 09 et des poussières à Paris. Stabilité en revanche pour le mark allemand qui n'a pas encore réagi à la baisse des taux de la Banque centrale d'Allemagne. Une baisse d'un demi-point qui met le Lombard et le taux d'escompte à 3%. L'Allemagne au régime des otages du Liban. Après l'enlèvement de 2 ressortissants allemands à Beyrouth, les autorités de Bonn regroupent maintenant leurs citoyens dans le quartier est de la capitale libanaise. On se refuse à parler d'évacuation, mais de toute évidence, les 200 Allemands qui résidaient à l'ouest sont partis ou vont partir de l'autre côté, où leur sécurité sera, semble-t-il, mieux assurée. L'Allemagne qui découvre donc le chantage aux enlèvements, un état-major de crise suit la situation heure par heure, alors que l'on est toujours sans nouvelles de Rudolf Cordes et d'Alfred Schmidt, le tout dans une ambiance de veille électorale, puisque le scrutin législatif est prévu pour ce dimanche. De Bonn, Bruno Albin. Les responsables des principaux partis politiques reçus ce matin par le chancelier Kohl. Réunion d'information exceptionnelle, quelque peu dramatique, entourée de silence. Cette affaire est de la responsabilité du gouvernement, a déclaré à sa sortie le leader de l'opposition socialiste, Hans-Jochen Vogel. Hier, en Conseil des ministres, le gouvernement a décidé l'installation d'une cellule de crise fonctionnant sous l'autorité du chancelier. Et les ravisseurs du représentant de Höchst, Rudolf Cordes, auraient établi aujourd'hui un premier contact avec Bonn en faisant parvenir une lettre réclamant la libération du terroriste palestinien arrêté la semaine dernière à Francfort. Y aura-t-il échange ou non? La justice allemande jugera-t-elle Amadei malgré les otages? Sera-t-il oui ou non extradé vers les États-Unis, qui le réclament? La discrétion des responsables politiques et gouvernementaux est absolue. Ici, on semble s'attendre à une épreuve de longue haleine. Personne ne veut apparaître comme exploitant politiquement une affaire aussi grave. À 3 jours des élections et alors qu'elle était jusqu'à présent restée en dehors de la spirale des enlèvements au Liban, l'Allemagne est ce soir abasourdie. François Mitterrand à la séance inaugurale du Conseil d'État avec une petite phrase qui prend un écho bien particulier au lendemain de la très vive polémique qui avait mis en cause l'indépendance de cette haute juridiction. Une mise au point justement sur cette indépendance en présence de Jacques Chirac. C'était tout à l'heure à Paris. Au-delà de l'aspect traditionnel, la présence du chef de l'État et du Premier ministre à la séance solennelle du Conseil d'État revêt cette année une dimension particulière. Il faut rappeler en effet que la haute juridiction, après les avis négatifs qu'elle avait formulés, notamment sur certains points du projet de découpage électoral et du code de nationalité, fut vivement critiquée par des personnalités de la majorité. En rendant hommage au Conseil d'État, le président de la République a tenu à mettre la liberté et l'indépendance au centre de son intervention. Il est normal que le Conseil d'État faisant son travail, mette le gouvernement en garde contre tout ce qu'il exposerait à la censure du Conseil constitutionnel, qui relève de son examen. Il est possible que des textes très importants, comportant des décisions ou des mesures multiples, cèdent à l'impréparation. Mais précisément, le Conseil d'État est là pour permettre au gouvernement, dans le sens de l'intérêt général, l'intérêt d'État, auquel contribuent l'un et l'autre
le pouvoir exécutif comme les autres pouvoirs. Il est tout à fait possible de dépasser cette confrontation. Yvon Briand, élu cet après-midi secrétaire général du CNI, le Centre national des indépendants, député du Val d'Oise. M. Briand a réussi à faire prévaloir sa ligne d'autonomie par rapport au Front national. Il a par ailleurs réaffirmé le soutien critique au gouvernement RPR-UDF. Et puis un nouveau président pour l'agence France-Presse après 5 semaines d'attente, c'est-à-dire depuis le départ de l'ancien président, c'était Henri Pijat. Jean-Louis Guillot, donc 57 ans, qui fut longtemps président de TF1, a été porté à la tête aujourd'hui de ce que l'on appelle l'AFP par le conseil d'administration. Commentaire Henri Elie. C'est donc fait. Le nouveau patron de l'agence, Jean-Louis Guillot, revient à 57 ans à ses premières activités, la presse écrite. Débutant dans les années 50 à la Société Générale de Presse, il fut également un homme de télévision. Il dirigea en effet la première chaîne de 78 à 81 avant d'être à la tête du département audiovisuel d'Hachette jusqu'à ce jour. De caractère volontaire et opiniâtre, on le dit ouvert au dialogue. La première constatation qui nous fait plaisir à nous, c'est que c'est un journaliste. Déjà, c'est une bonne chose, parce que notre ambition à nous, c'est de rétablir la prééminence de la rédaction au sein de l'agence France-Presse. Par contre, ce qu'il faudrait aussi, c'est un gestionnaire, puisque nous avons un déficit important, et qu'il faut soit par le biais d'économies, soit par le biais de gains de revenus, par des nouveaux produits, augmenter la qualité économique de l'AFP. Jean-Louis Guillot arrive dans une agence dont le déficit cumulé est aujourd'hui de 20 milliards de centimes. Or, si l'élection du nouveau PDG de l'AFP a tant tardé, c'est d'abord pour cela. Les patrons de la presse régionale craignant un relèvement, même substantiel, des tarifs d'abonnement envisagés par l'agence. Sans oublier certaines divergences sur le choix de l'une des personnalités candidates au poste qui existait réellement. Pour le personnel de l'AFP, ce qui prime avant tout, c'est bien l'indépendance de leur agence. Pour nous, ce qui compte, c'est que le statut qui définit l'agence France-Presse comme une agence mondiale et indépendante soit maintenu. Voilà le travail, à notre avis, et le rôle que doit donner Jean-Louis Guillot. L'indépendance est une chose, mais les journalistes de l'AFP souhaitent aussi et surtout maintenir ce statut unique d'agence mondiale de langue française. De nouveau, la tension aux Philippines avec 2 événements qui pourraient marquer un tournant. C'est d'abord la rupture des négociations entre le gouvernement de Corée Aquino et la rébellion communiste. Et puis, quelques heures auparavant, une fusillade qui a fait 12 morts, des paysans, presque sous les fenêtres de la présidente. Situation très tendue à une dizaine de jours du référendum sur la nouvelle constitution aux Philippines. Martine Laroche-Joubert pour le commentaire. Aux abords du palais de la présidente, Corazon Aquino, 10 000 paysans face à l'armée. Des manifestants qui appartiennent au mouvement des paysans philippins, mouvement de gauche hostile à la présidente. Leur objectif, obtenir une redistribution des terres inoccupées. Alors ce matin, pour voir Cory Aquino, ils tentent de forcer le passage. Des lancers de pierre, quelques coups de feu isolés, puis brusquement, pendant 90 secondes, une violence totale. Ce sont des fusiliers marins qui, déployés derrière les policiers, auraient ouvert le feu à hauteur d'homme. Un massacre sur lequel Cory Aquino a déjà ordonné une enquête. 12 manifestants tués, une centaine de blessés. Un massacre aux conséquences politiques peut-être graves. Les paysans philippins ont pour la plupart voté Cory, mais ils demandent tous une réforme agraire. Difficile pour eux de ne pas se sentir solidaires de ceux qui, ce matin, sont morts pour cela. À 22h15 ce soir, sur Antenne 2, le magazine Résistance sera consacré aux sans-abri du monde entier, en France bien sûr, mais aussi aux États-Unis, en Thaïlande, au Cameroun, donc en Afrique et au Salvador. Le Salvador, dont la population est composée pour moitié de réfugiés des pays d'Amérique centrale et même du Salvador après les récents incidents, la guerre civile, et puis je pense bien sûr beaucoup au tremblement de terre. Conséquence inattendue, eh bien, de ces sans-abri, la guerre civile doit maintenant parfois en tenir compte. C'est un reportage de Didier Régnier et Jean-Marie Lecartier. La route menant à Tenancingo est particulièrement fréquentée. D'un côté, l'armée salvadorienne qui contrôle chaque passage de véhicules, de l'autre, la guérilla du Front Farabundo Martí de Libération qui paralyse régulièrement le trafic. Le dialogue entre les deux parties d'un conflit qui s'éternise depuis 7 ans semble bien compromis. Seul exemple de conciliation, sans doute ce petit village où l'archevêque de San Salvador a réussi à imposer le cessez-le-feu entre l'armée et la guérilla. Aucun belligérant n'est censé s'y trouver, mais lorsque nous y arrivons, la guérilla est à chaque coin de rue. Septembre 83, le village avait été rasé par les bombardements de l'armée, bilan 400 morts et l'abandon de ses ruines pendant 3 ans. Les paysans sont revenus,
mais personne n'a pu oublier. La experiencia nuestra fue algo dura, porque a todos los hirieron, y a mi mamá la mataron. Nos mandaron a todos para el hospital, los 3 niños y nosotros 2. Yo no vi cómo quedó mi mamá, no vi cómo la enterraron. Une journée de massacre vécue par des centaines de villageois. Par petits groupes, ils sont revenus pour ouvrir une coopérative et une petite épicerie, pour vivre normalement à quelques kilomètres seulement des combats. Mais comme ici, chacun veut marquer son territoire, la guérilla arpente sans arrêt les trottoirs de Tenancingo. Plusieurs fois, ils ont fait face à l'armée. Une présence qui dérange et dont les combattants essayent de se défendre. On a fait savoir aux forces armées qu'il ne fallait pas nous chercher ici et qu'ils ne viennent pas poser de problème dans ce village, ni gêner la vie des gens d'ici. Nous ne sommes pas ici, nous n'avons pas de poste ici. Nous sommes à la campagne et c'est là-bas qu'ils devront nous chercher. Malgré les propos rassurants du Front de Libération, l'exemple de Tenancingo semble bien fragile. Nous avons demandé au président Napoléon Duarte si d'autres Tenancingo seraient possibles au Salvador. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas accepter le concept philosophique selon lequel le gouvernement n'aurait aucune autorité dans une ville quelconque. C'est anticonstitutionnel. Je ne peux pas accepter que Tenancingo n'ait pas d'autorité, que les gens n'aient pas de protection, qu'ils ne puissent pas dépendre d'un commandant local. C'est un test. Je ne l'accepte que comme un test, pas comme une généralité. Entre les menaces de l'armée et la présence de la guérilla, la marge de manœuvre est bien étroite. C'est le plus grand défi lancé par les sans-abri du Salvador. Voilà, résistance ce soir, 22h15, donc les sans-abri du monde entier avec Noël Mamère. Un très important accord nucléaire franco-japonais. Il représente quelques 2 milliards de francs pour le lancement d'une usine de retraitement comparable à celle de La Hague, par exemple, dans le Cotentin en France. Patrick Esther. Elle a été particulièrement décriée par les écologistes, mais aujourd'hui les techniciens du nucléaire d'à peu près tous les pays du monde nous l'envient. L'usine de La Hague retraite les combustibles brûlés dans les centrales électronucléaires de l'EDF. Ici, on sépare les différents composants afin d'isoler les 3% de déchets hautement radioactifs des 97% d'uranium, plutonium réutilisables. 400 tonnes sont traitées chaque année. Parmi elles, des combustibles provenant de centrales japonaises. Depuis une vingtaine d'années, les ingénieurs de Tokyo ont ainsi pu analyser parfaitement la technique développée par les Français. D'où leur décision de bâtir maintenant au Japon une usine de retraitement utilisant la technologie nucléaire française, un fabuleux contrat de 2 milliards de francs. C'est une confirmation que le Japon, un des pays les plus industrialisés au monde, se tourne résolument vers l'énergie nucléaire. Cet accord est par ailleurs un succès technologique et industriel pour la France. Le Japon fait appel à une technologie de pointe développée par le commissariat à l'énergie atomique et par ailleurs il fait appel à des industriels qui ont la plus grande expérience en matière de retraitement. La Société Générale pour les Techniques Nouvelles qui a réalisé les usines de La Hague et la Cogema qui bénéficie de la plus large expérience dans l'exploitation de ce type d'usine. Cogema qui, on ne le sait pas assez, est le premier exportateur français vers le Japon. 32 réacteurs nucléaires fonctionnent déjà au Japon. Il y en aura plus de 150 dans 40 ans. 6 morts dans un incendie près de Rennes. Un couple d'instituteurs et leurs 4 enfants sont morts brûlés cette nuit dans l'incendie de leur appartement situé dans les combles de cette maison. La fumée de la cage d'escalier les a, semble-t-il, empêchés de descendre. La mère a pu prévenir les gendarmes par téléphone, mais malgré la rapidité des secours, toute la famille a été asphyxiée. Les fenêtres, vous le verrez, vous allez le voir, les fenêtres du dernier étage étaient condamnées par ces grilles. Pour éviter que les enfants tombent, ce sont ces grilles qui ont empêché tout le monde, semble-t-il, de s'échapper. Le sort de 2 jeunes Algériennes qui viennent d'être renvoyées dans leur famille à Oran
après avoir été confiées pendant plusieurs années à des familles d'accueil françaises. Un drame familial d'autant plus triste que les deux adolescentes ne voulaient pas retourner chez leurs parents algériens. Elles ont le souvenir des mauvais traitements qui leur furent infligés alors que tout le monde habitait en France. Commentaire d'Agnès Poirier. Elles ont résisté jusqu'à la passerelle de l'avion pour l'Algérie, mais leur père maternel avait la loi pour lui. Mansouria et Lawaria sont nées en France il y a 15 et 13 ans. Toutes petites, elles avaient été confiées par la DAS à des familles d'accueil. Leurs parents algériens les maltraitaient. Mais il y a quelques mois, les parents des fillettes décident de rentrer avec elles. Elles ont toujours clamé qu'elles ne voulaient pas partir, on ne les a jamais écoutées. Voilà tout ce que je peux dire. Ce que la petite vient de me dire à l'instant. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Qu'elle nous a dit qu'on les a... Qu'elles ont toujours dit qu'elles ne voulaient pas partir, mais qu'on les a poussées à partir, c'est tout. Pourtant, il y a une semaine, le juge pour enfants s'est prononcé en faveur des parents naturels des fillettes. Mansouria et Lawaria s'enfuient pendant 3 jours, puis à la suite d'une réunion au consulat d'Algérie, auraient accepté de partir. Nous avons eu de réelles affirmations de la part du consulat que sur place, les enfants, d'une part, seraient bien traités, auraient une vie décente, et d'autre part, retrouveraient l'école, retrouveraient un suivi social, retrouveraient un certain nombre de choses qu'elles avaient ici. Des assurances qui semblent avoir apaisé les craintes des adultes, mais qui n'ont pas empêché le déchirement des fillettes au moment du départ. Le Paris-Dakar 87 est ce soir terminé. Pas de surprise à l'arrivée, Neveu l'emporte pour la 5e fois chez les motards, après l'abandon, vous le savez, hier d'Hubert Auriol qui s'est brisé les 2 chevilles. Et c'est aussi la première victoire pour l'équipage Vatanen-Giroud sur Peugeot 205 Turbo 16. Avec Jean-Louis Calmejane, voici un florilège des temps forts de ce Dakar. Ça commence très mal pour la 205 d'Harry Vatanen et Bernard Giroud. À Cergy, ils ont frisé la catastrophe pour une histoire de rotule. Les premiers sables, c'est l'abandon d'un amateur et les premières larmes du Dakar 87. C'est un an d'effort. C'est un an d'effort qui s'arrête comme ça. Le feu a fait des dégâts et bon nombre de concurrents voient leurs véhicules et leurs illusions partir en fumée. Cette année encore, le sable et la boue ont fait leur office. Les 205 Turbo 16 ont dominé outrancièrement la 9e édition du Dakar, mais non sans frayeur, constamment poussés par la Range Rover de Zaniroli et la Mitsubishi du japonais Shinozuka. Jean Todt s'est fait des cheveux blancs, en Mauritanie surtout après les multiples crevaisons de Vatanen qui finalement l'emportent. Coup de chapeau au monstre du Hollandais De Roy, 11e au classement général et premier des camions. Formidable bagarre du jamais vu sur le Dakar entre 3 motards, Gaston Raillet, Cyril Neveu et Hubert Auriol. Raillet ici est le premier à lâcher prise en Mauritanie. Hubert Auriol et Cyril Neveu tour à tour prennent la tête du classement général. Mais la veille de l'arrivée, les dernières larmes du Dakar, c'est l'accident et le drame pour Hubert Auriol. Sabine n'était plus là, mais la course était sublime. Sublime. Je crois qu'il aurait vraiment aimé vivre ça. Et j'ai une pensée pour Thierry aujourd'hui parce que c'est vraiment fantastique. Je regrette rien. Plus près de nous, le rallye de Monte-Carlo remporté par un autre Finlandais. Il s'agit de Kankkunen sur Lancia, avec d'ailleurs un doublé Lancia pour cette dernière édition qui n'aura guère été spectaculaire pour cause de nouveaux règlements. Thierry Blanco suit ce rallye. Toudon, arrivée de la 26e et dernière spéciale, suspense. On attend Kankkunen et 2 minutes plus tard, Biasion. Surprise, les 2 Lancia arrivent ensemble. Biasion en tête, vainqueur inattendu du 55e Monte-Carlo. Explication, Kankkunen a laissé passer son coéquipier à 500 mètres de la ligne, sur ordre du patron de l'écurie, Cesare Fiorio. Biasion se précipite vers Kankkunen, qui refuse sa poignée de main. Nouvelle réglementation, nouvelle voiture, moins spectaculaire, plus d'épreuves chronométrées de nuit, moins de public cette année sur le parcours. Je pense que Monte-Carlo 87 est un échec complet, aussi bien au niveau des spectateurs que des pilotes. Le rallye, c'est mort. On a l'impression de voir des petites voitures passer, pour nos spectateurs, c'est quand même décevant, quoi. Pas facile de bousculer les traditions, encore moins, sûrement, de faire admettre une victoire tronquée.
Les résultats et les rapports du Cartet qui se couraient aujourd'hui à Vincennes. Vous allez les voir, les voici 18, 3, 17 et 13. C'est donc la combinaison gagnante de ce Cartet. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 5 821 francs 50 centimes. Et rapport pour 5 francs placé dans un ordre différent, 432 francs. Le prix de la Fondation Moum pour la presse écrite a décerné ses lauriers aujourd'hui, 4 lauréats. Daniel Jubert et Jean-Pierre Bougeran pour leur enquête sur le trafic d'armes à destination de l'Iran, publiée par la presse de la Manche. Jean-Marie Ponto pour ses articles sur le carrefour du développement, publiés dans Le Point. Et puis Elisabeth Chemla pour sa remarquable enquête sur les malades du sida en France, un article publié dans le Nouvel Observateur. La météo, maintenant, une météo pleine de poésie, ça va nous changer un peu ce soir, Brigitte. C'est vrai. La bonne nouvelle est météorologique ce soir. Le soleil a rendez-vous avec la brume. Un peu plus de soleil, un peu moins de brume et des températures qui continuent de monter. Sur l'image satellite, on s'aperçoit que l'anticyclone, qui est situé sur l'Atlantique, se bat avec une dépression située, elle, sur l'Europe centrale. Pour le moment, ce sont les hautes pressions qui l'emportent. Résultat, sur notre carte de demain, des brouillards le matin, denses et épais, que nous allons voir. La journée restera nuageuse sur le nord et l'est, si on peut voir la carte, sinon je vous la raconte, voilà. La journée restera nuageuse sur le nord et l'est, mais de très belles éclaircies se développeront de la Bretagne à l'Aquitaine, ainsi que du beau temps, et vrai beau temps cette fois sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Et les températures, vous allez être surpris, de nombreuses températures positives, températures qui iront de -1 à -2 ou 0 degrés, c'est vrai sur le nord-est, mais de 1 à 6 degrés sur le nord et le nord-ouest, de 1 à 13 degrés sur le sud. En ce vendredi 23... Le dégel qui va se poursuivre ou bien c'est Le dégel se passager? poursuit, le dégel est prévu, en tout cas le réchauffement plutôt. Hier on parlait de redoux, aujourd'hui on parle de réchauffement, prévu au moins pour les 5 jours qui viennent. Et il ne faudrait pas que ça se passe trop rapidement car il faut laisser le temps à la neige de fondre tout lentement pour ne pas avoir de problème d'inondation. Nous en reparlerons. Donc demain ce sera le vendredi 23 janvier, le soleil se lèvera à 8h34, se couchera à 17h31 et ce sera la Saint-Bernard. Saint-Bernard, très bien. Dernier journal, c'est avec Philippe Arroir aux environs de 23h30, juste après Résistance. Demain 6h45, premier rendez-vous. C'est Télématin, vous le savez. Bonsoir, à demain 20h.